Je remercie Sylvie Seb de me donner ici l'occasion de présenter une partie donc, de l'étude que j'ai réalisée dans le cadre du master. Donc moi, je suis enseignante spécialisée et je coordonne une Ulysse-École dans le Puy-de-Dôme. Et dans cette Ulysse-École, j'ai eu l'occasion de mettre en place un projet qui était de créer une audiodescription d'un court-métrage. Donc l'audiodescription, c'est l'outil d'accessibilité qu'on met en place pour les malvoyants et les aveugles afin de leur permettre d'avoir accès aux supports vidéo et de pouvoir partager des activités culturelles avec ceux qu'ils appellent les voyants, c'est-à-dire nous. Quand j'ai mis en place cette activité dans l'Ulysse, j'ai eu l'impression que c'était très porteur au niveau du travail, de l'engagement dans le travail, de développement dans les compétences. Et j'ai aussi eu l'impression qu'on regardait un petit peu différemment les élèves, parce que les élèves de l'Ulysse, c'est bien ceux dont j'ai la charge, enfin c'est pas une charge, je m'exprime mal, mais dont je coordonne le parcours, ont une déficience intellectuelle. Et donc voir des élèves qui avaient une déficience intellectuelle, qui avaient du mal à apprendre, du mal à comprendre, et les voir créer un outil pour d'autres jeunes qui avaient, eux, une autre difficulté, eh bien, j'ai vu que dans le regard de leurs parents, dans le regard des éducateurs qui peuvent les accompagner, dans mon regard aussi, ça modifiait un petit peu les choses. Et donc, j'ai saisi le fait d'être inscrite dans le master pour pouvoir étudier ce projet. Donc là, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vous présenter, je vais vous faire une petite mise en situation pour que vous puissiez bien réaliser ce que c'est que d'être aveugle et d'être mis face à un support et de ne pas pouvoir vraiment accéder au sens. Ensuite, je vous présenterai le projet, donc rapidement le petit film pour que vous puissiez savoir un petit peu de quoi ça parle et faire du lien avec ce que je pourrais montrer ensuite, et ainsi qu'une brève présentation de l'étude. Puis je m'arrêterai vraiment sur l'idée qui a été de placer les élèves à besoins particuliers en position d'experts. Pour ça, je vais essayer de répondre à 3 questions. Pourquoi avoir eu l'idée de les placer en position d'experts? Comment on peut le faire? Et quels effets on peut attendre de ce changement de position, avant de conclure et donc d'essayer de répondre à quelques questions pour meubler un petit peu aussi. Donc, voilà. Alors donc pour la mise en situation, vous n'allez pas pouvoir tricher puisque en fait c'est le petit carré qui est ici que vous allez regarder, donc vous ne verrez rien. Par contre, voilà, faut bien compter sur vos oreilles. Alors ça dure une petite dizaine de secondes. Voilà, donc c'est vrai que si j'interrogeais tout le monde dans la salle, il y a plein de personnes qui auraient des idées, mais personne n'aurait forcément les mêmes. Sauf que quand on va au cinéma, on a tous à peu près vu la même chose et on est capable de discuter ensemble de ce qu'on a pu voir et pu comprendre. Alors maintenant, je vais faire une petite manipulation. Et là, je vais vous mettre les 10 mêmes secondes audio décrites. Et ensuite, je vais passer rapidement, juste pour que vous ayez une idée du film qui a été audio décrit et pour que vous voyez que ça ne s'arrête pas juste au film, mais le travail, il va plus loin. Et Wolf. Un loup marche au clair de lune sur le sentier d'une clairière. Il croise un cygne et grogne pour le faire fuir. Il poursuit son chemin, s'arrête près d'un... C'est un loup donc, qui aime la danse classique. Et donc, il cherche son tutu, il met son petit nœud. Alors, là, il danse sur la musique du lac des cygnes. Et puis, le cygne revient, et puis ça le fait beaucoup rire. Donc, il se moque, le loup en a vraiment marre. Donc, il cherche à s'en aller. Et puis là, il y a d'autres cygnes qui arrivent, qui l'embêtent vraiment très fortement. Et puis, au bout d'un moment, il en attrape un, et il se rend compte qu'il a une bouée. Donc là, ça va être l'occasion pour le loup de se moquer à son tour, et puis ils se cherchent un petit peu tous les deux, et finalement, ils rigolent ensemble, ils deviennent amis. Et puis voilà, le film se termine comme ça, mais après, il y a un générique. Alors bien sûr, le générique, c'est pareil, une personne aveugle, elle ne va pas avoir accès au nom de ceux qui ont fait le film. Donc nous, on va aussi travailler là-dessus. Donc là, on va rédiger, on va écrire, on va mettre en valeur ce qui a été écrit, et puis on va l'enregistrer. Julia au cœur.
L'animation. Voilà. Tous les enfants, du coup, vont enregistrer quelque chose. La voix de tous sera présente sur le film. Et puis, on va aussi faire notre générique à nous, puisqu'on va expliquer qui a fait cette audio-description et on va présenter tous les enfants qui vont être valorisés. Alors, je tiens à préciser que j'ai l'autorisation de chaque famille, de chaque enfant. Donc, les enfants que je vous présente, c'est eux, c'est leur prénom. Je vais les appeler par leur prénom parce que j'ai l'autorisation de leurs parents de le faire. Et donc, voilà, je ne vais pas les appeler autrement. Voilà pour ce projet que vous pouvez voir. Donc, c'est très complet, c'est très long. Ça aborde vraiment plein de domaines, plein de compétences. Et du coup, je me remets en diapo. Et ça ne veut pas, si. Voilà. Et donc, à partir de là, moi, j'ai voulu tester, à travers la recherche, j'ai vérifié 2 objectifs. Le premier, c'était tester la validité pédagogique de cette situation, parce que bien qu'elle me soit apparue comme vraiment intéressante, fallait de façon plus objective pouvoir dire que oui, par cette situation, il y avait bien des apprentissages qui étaient faits, les élèves étaient bien engagés dans le travail. Et puis, j'ai voulu aussi voir la mise en évidence de l'incidence de l'acquisition de compétences par ces élèves à travers ce projet sur le jugement social porté par leurs camarades typiques de l'école. C'est plus là-dessus que mon propos va porter aujourd'hui. Alors, pour réaliser cette étude, j'ai fait une étude quasi expérimentale, au sein de la classe. Dans mon mémoire, j'ai plus analysé ce qui pouvait se passer au niveau des élèves avec troubles du spectre de l'autisme. Mais en fait, il y avait bien 12 élèves dans l'ULIS. Les 12 élèves ont participé au projet et j'ai récolté des données pour les 12 élèves et elles ont été analysées en fait pour tous. Donc moi, aujourd'hui, je ne vais pas parler des troubles de l'autisme, je vais parler vraiment de tous les enfants d'âge de 6 à 12 ans et avec des niveaux de compétences, des niveaux scolaires hétérogènes, des difficultés comportementales hétérogènes aussi. Et voilà. Alors, j'ai analysé en fait la situation sur 3 dimensions. La dimension cognitive, à savoir qu'est-ce qui était travaillé et est-ce qu'il y avait bien des apprentissages qui étaient réalisés. La dimension motivationnelle, là, j'ai mis en place une petite expérience pour vérifier si les enfants étaient bien engagés dans la situation, étaient bien vraiment au travail, et puis si ça leur plaisait un peu plus qu'une autre façon de travailler. Et ensuite, sur la dimension sociale. Donc là, c'est vraiment sur la dimension sociale que je vais m'arrêter. Alors cette dimension sociale, ce projet, vous l'aurez compris, c'est déjà un projet social parce que c'est un projet qui va être diffusé publiquement, c'est un projet qui va être présenté aux camarades aveugles, puisque quand on fait ce travail-là, on le fait et on reçoit les élèves d'une ULIS troubles déficience visuelle du Puy-de-Dôme dans notre classe, et puis on partage le repas avec eux et on leur projette donc le film. Donc ce projet-là, il est vraiment concret et il a vraiment des destinataires. Donc il a déjà une dimension sociale. Donc moi, j'ai fait 2 choses. J'ai d'abord mesuré l'attitude que les élèves pouvaient avoir face à différents publics. Quand ils le présentent aux camarades aveugles, comment ils le présentent, quand c'est à leur famille, à leurs accompagnants, et quand c'est face aux camarades de leur classe de référence et aux autres camarades de l'école. Et puis, j'ai voulu étudier l'image sociale des élèves qui bénéficient de l'ULIS quand ils sont placés en position d'experts, en position de ceux qui savent et de ceux qui font quelque chose d'important. Du coup, j'en arrive à la question, pourquoi avoir voulu les placer en position d'experts? Alors, si on prend les choses en théorie, donc ça m'arrange bien l'intervention de ce matin de Laurent Josselin, qui a bien décrit les choses sur les représentations sociales et qui a apporté pas mal de données. Donc moi, je vais aller assez rapidement là-dessus, mais sur les représentations sociales du handicap, on sait que les personnes handicapées, elles sont souvent vues du côté des manques, de la différence, de la difficulté, bien qu'aujourd'hui, il y ait beaucoup de choses qui soient mises en place pour changer ça, avec le modèle environnemental du handicap, mais quand on interroge des personnes tout venant, on a quand même encore ce regard qui peut être présent.
Et puis, surtout, le handicap, il est assimilé au handicap physique. Donc, ça a déjà été dit, je ne m'étendrai pas dessus, mais voilà, la personne handicapée, ce qui arrive, c'est l'image avec le fauteuil roulant. Mais maintenant, je vais m'arrêter un peu plus sur le jugement social. Et le jugement social, surtout par rapport au handicap. Donc, il y a une étude de Romer et Louvet qui a montré que quand on s'intéresse au jugement social par rapport au handicap, on est sur 3 dimensions, en fait. On va mesurer sur l'agréabilité, le courage et la compétence. Alors, les personnes handicapées, elles sont perçues comme plus agréables et plus courageuses que les individus en général. Donc, c'est pas mal, mais bon. Mais par contre, elles sont vues comme moins compétentes. Et le problème qu'on peut avoir, c'est que la dévalorisation des compétences, elle est d'autant plus marquée quand la personne a un handicap mental. Tandis que le courage, lui, il est surtout attribué aux personnes qui ont un handicap physique. Donc quand on a un handicap physique, on est plus courageux que quelqu'un qui n'a pas de handicap. En revanche, quand on a un handicap mental, on n'est pas plus courageux, mais on est vraiment beaucoup moins compétent. Et donc, on sait que les personnes handicapées appartiennent à la catégorie des personnes qui risquent d'être donc dévalorisées socialement. Donc Wolfenberger a beaucoup travaillé sur la théorie de la valorisation des rôles sociaux et donc il a bien mis en avant qu'il y avait des catégories de personnes qui peuvent être considérées à risque et les personnes avec handicap en font partie. Alors si on regarde les conséquences dans les faits et dans les faits pour les jeunes en fait, c'est que le risque de brimade et d'exclusion sociale des élèves qui présentent un handicap mental, qui sont autistes, est plus élevé que pour les élèves sans handicap. Donc on a vu ce matin, il a été rappelé que des petits, ça pouvait y avoir des phénomènes un petit peu d'exclusion, on ne les choisit pas comme copains, on ne va pas jouer avec eux. Et on sait que en fait, la construction scolaire et sociale du stigmate, elle peut être le fait même des élèves qui sont capables, dès leur plus jeune âge, de produire des préjugés et d'adopter des comportements discriminatoires. Et du coup, il y a un rapport de la Caisse nationale de la solidarité pour l'autonomie de 2016 qui note que, quel que soit l'environnement des élèves, ceux en situation de handicap voient leur risque d'être victimes augmenter de 30% par rapport à un élève qui n'a pas de handicap. Donc, partant de là, moi, je me suis interrogée sur les élèves qui sont dans l'ULIS, notamment celle que j'ai, mais aussi dans d'autres ULIS. Et donc, on voit que ces élèves, ils appartiennent, c'est pas de chance, à la catégorie la moins bien jugée, puisqu'ils ne seraient pas plus courageux que les personnes sans handicap, mais parmi les différents types de handicap, ils seraient les moins compétents. Et puis, ils présentent un cumul de stigmates, à la fois social et scolaire. Les stigmates, c'est, ils ont un dossier à la maison du handicap, ils arrivent en taxi, à l'école, ils ont une scolarité qui ne se déroule pas exactement comme celle de leurs camarades, puisqu'ils ont des temps avec leur classe de référence, ils ont des temps sur le dispositif, et puis il y a des fois où ils ne sont même plus à l'école, mais ils vont sur le lieu d'accompagnement, donc ils sont marqués. Et puis, le fait qu'ils qu'ils aient des temps dans l'ULIS, l'ULIS, c'est marqué déjà. Voilà, c'est une étiquette qui leur colle. Ils appartiennent néanmoins à la catégorie des stigmatisés discréditables. Donc, ça veut dire que leur différence, elle n'est pas forcément perceptible d'emblée. Ils ne sont pas en fauteuil, eux. Donc, quand ils ont des difficultés, en plus des degrés de difficulté qui sont divers, la manifestation de leurs troubles n'est pas non plus exactement la même pour tous. Donc, ils ne sont pas vus forcément d'emblée tout de suite par d'autres comme ayant certaines difficultés, notamment des difficultés qui peuvent être sociales. Et on sait que moins le stigmate est visible, et plus on va imputer à la personne la responsabilité de son comportement. Et du coup, ça peut créer des incompréhensions, et ça peut aussi faire que le jugement il sera encore plus négatif. Donc, on voit que c'est quand même assez problématique. De plus, les élèves qui sont dans l'ULIS, ils font partie de ceux qui voient leurs 30% de chance, en plus de se faire agresser, d'être brimés, d'être harcelés. Et on peut aussi conclure qu'ils présentent donc bien un risque de dévalorisation sociale. Alors,
c'est un tableau assez noir, mais il existe quand même des moyens d'agir. Alors, parmi les moyens d'agir, il y a des études, et Julie Daché, en 2016, dans sa thèse en psychosocial, a répertorié pas mal d'études et pas mal d'actions qui ont montré que la qualité et la quantité des interactions permettent de prédire des attitudes plus positives et une meilleure acceptation. Alors, ces études, elles se basent sur la notion de contact qui a été développée par Allport. Lui, il voyait 4 dimensions qui étaient vraiment nécessaires pour que le contact intergroupe permette d'améliorer les choses. Il y a des études un peu plus récentes qui montrent qu'il n'y a pas forcément besoin des 4 conditions. Alors ces conditions, c'était suivre un but commun, avoir l'aval des institutions, avoir des groupes de statut et de... Alors, quantité, ça ne va pas être le mot, mais je ne trouve pas mon mot, donc vous aurez compris. À peu près le même nombre d'effectifs, voilà, un effectif à peu près commun. Et être vraiment en train de coopérer dans l'action engagée. Mais voilà, on sait maintenant que ces 4 conditions ne sont pas forcément nécessaires tout ensemble. Et puis, on sait aussi, en revanche, que l'information et l'échange sont de bons moyens pour améliorer les attitudes et les représentations. Mais la seule fréquentation, juste être ensemble, être mis ensemble à l'école, ça ne suffit pas à modifier les représentations de façon durable. Et pour lutter contre la dévalorisation sociale, parce que ça c'est aussi très important, eh bien Wolfenberger a mis en avant le fait de développer des compétences, et il précise qu'on peut les développer à travers des situations qui soient signifiantes et valorisantes pour déjà permettre aux personnes d'être valorisées rien que dans ce qu'on va leur faire faire, en fait, hein, que ce soit un rôle qui soit vraiment reconnu socialement. Il dit qu'il faut aussi changer et améliorer l'image sociale de la personne en rendant visibles les compétences, et ça dans le but d'agir positivement sur le cercle des compétences. Donc en fait, le but, c'est de montrer que les personnes sont compétentes. Du coup, quand on voit qu'elles sont compétentes, on a des attentes envers eux, donc on leur confie des tâches qui peuvent peut-être être un peu plus complexes que ce qu'ils auraient pu faire. Et eux, eh ben, ils vont relever le défi, parce que quand on se sent compétent et qu'on a réussi, eh ben, on relève des défis, et donc on va agir positivement sur ce cercle des compétences. Donc j'en arrive à la partie que j'ai étudiée. J'ai voulu tester l'efficacité de la mise en œuvre des stratégies pour influencer l'image sociale des élèves de l'ULIS. Alors pour ça, j'ai utilisé un questionnaire d'enquête qui était anonyme, qui m'a permis de recueillir des données mixtes. Donc il y avait à la fois des notes qui pouvaient être données, qui me permettaient de pouvoir faire des statistiques, mais aussi les élèves avaient la possibilité d'annoter et donc d'avoir des données qualitatives. C'est un panel de 70 élèves de CM1 et CM2 qui ont été enquêtés. Et à la suite de ça, j'ai mis en œuvre une action pour rendre visibles les compétences des élèves de l'ULIS auprès de ces jeunes de CM. Puis, j'ai recueilli de nouveau des données mixtes afin d'appréhender l'incidence de l'action sur le jugement social des élèves de CM. Alors là, c'est un exemple du questionnaire. Donc, j'ai mis les 2 questions qui me tenaient le plus à cœur. C'était, est-ce que tu penses qu'un élève de l'ULIS pourrait t'aider lors d'un travail de groupe ? Puis, est-ce que tu penses qu'un élève de l'ULIS pourrait t'apprendre à faire quelque chose lors d'un travail de groupe ? Donc, vous voyez qu'il y a le non, c'était le 0, hein, puisque on avait, les nombres étaient notés. Hein. Là, moi, la capture d'écran que j'ai faite, il n'y a pas les chiffres, mais ça va de 0 jusqu'à 10. Donc, il coloriait le thermomètre, et à côté, il pouvait écrire ce qu'il pensait, et ils n'étaient pas obligés de mettre leur prénom. Le maître ou la maîtresse de la classe restait assis à son bureau, donc ne se levait pas pour pas que l'enfant pense que peut-être on allait regarder ce qu'il allait mettre. Il ne connaissait pas le destinataire. Je me suis fait passer pour un homme et un étudiant, parce que les élèves de l'école me connaissent. Ça fait maintenant 10 ans que je suis en poste sur l'école, donc ils auraient pu aussi être un peu influencés, penser qu'il fallait qu'ils disent des choses positives. Voilà. Donc on a essayé au mieux de se protéger de différents biais. Alors à la question, je n'avais pas mis la question 4. La question 4, elle permettait de savoir si les élèves avaient envie de travailler avec des élèves d'ULIS. Donc avant l'action,
La moyenne des scores attribués, c'était 5,1. Quand on regarde dans différentes études, c'est cohérent parce que c'est ni plus ni moins qu'avec un autre copain. Parfois, dans la classe, on n'a pas envie de travailler avec tel ou tel copain. Donc, voilà, c'est ni plus ni moins. Et dans les commentaires, on avait certains qui disaient « Oui, moi j'aimerais bien, moi je veux bien, pourquoi pas ?» Et d'autres « Oh non, il nous dérangerait. » Enfin, voilà, des choses globalement. Ensuite, la question 5, donc, que vous avez vue, qui permettait de savoir si on pourrait les aider dans un travail de groupe. Alors là, la moyenne des scores, elle descend déjà un petit peu. On est à 4,37. Et puis, dans les commentaires, là, les commentaires positifs commencent à diminuer un petit peu. Et quand ils arrivent, ils sont écrits au conditionnel. Peut-être, ça se pourrait, pourquoi pas. Ils sont quand même peut-être intelligents. Enfin... Voilà, je fais soft. Et puis, pas mal de commentaires, moi que j'ai classé dans des commentaires négatifs, parce que c'était, mais c'est plutôt à moi de les aider. Ça serait plutôt l'inverse. Donc, voilà. Et alors, quant à savoir si un élève d'Ulysse pourrait leur apprendre à faire quelque chose, là, la moyenne des scores est de 3,7. Et puis, alors là, c'était, bah non, ils sont moins intelligents, ils savent faire moins de choses que nous, alors ça m'étonnerait. Et pareil, il y avait bien quelques commentaires positifs, mais toujours au conditionnel. Ou alors, c'était fixé sur un élève, parce qu'il y avait un élève de l'Ulysse qui, effectivement, avait de hautes performances, hautes compétences en mathématiques, et donc, là, c'était oui, peut-être, mais ça dépend lequel. Donc, voilà. Voilà pourquoi je me suis dit que c'était bien utile de mettre en place une action. Donc, l'expérimentation de l'action, ça a été de rendre visibles les compétences acquises par les élèves, donc à travers la situation pédagogique que j'avais mise en place, puisque moi, dans l'étude, j'étudiais pas que ça, donc c'était vraiment aussi la situation globale de la réalisation de l'audiodescription qui était étudiée. Donc, c'est les compétences acquises à travers ce projet-là. Et de quelle manière? Eh bien, en étant mis en position d'expert, en devenant à son tour un enseignant. Alors, maintenant qu'on a vu pourquoi, parce que c'est bien utile de valoriser leurs compétences, eh bien, comment est-ce qu'on peut le faire? Alors, donc, il y a d'abord le développement de compétences. Pour devenir expert, il faut avoir une expertise, donc il faut avoir les compétences. Donc, pour les développer, je me suis basée sur les travaux d'Offenberger et je me suis dit que peut-être bien que ma situation pédagogique que je proposais, elle était quand même signifiante et valorisante, parce que conduire des élèves avec des difficultés d'apprentissage et de compréhension importantes à créer un outil d'accessibilité pour permettre à des enfants malvoyants, des enfants aveugles de pouvoir voir un film, eh bien, c'était quand même une situation qui les valorisait d'emblée. Alors, je vais vous diffuser une vidéo. Donc, cette vidéo, en fait, elle a été prise en classe, donc c'est des temps de classe, et c'est aussi un travail de rédaction qui a été fait avec les élèves. Ce travail de rédaction, il est présenté à leur famille et à leurs accompagnants à la Jetée, à Clermont-Ferrand, le soir où on projette l'audiodescription. Ça permet aux enfants de revenir sur ce qu'ils ont appris, comment on a travaillé, quelles ont été les différentes étapes. Ça permet aux familles de découvrir ça. Ça permet de les voir en train de travailler. Ça permet aux élèves de se voir en train de travailler et d'apprendre. Ce montage, à la base, il était plus long. Il a été raccourci, mais il fait quand même 11 minutes. Et il a été raccourci avec les élèves. Ils savent que je suis ici aujourd'hui, ils savent que leur travail est valorisé, ils savent exactement ce que je vais montrer d'eux. Je fonctionne comme ça, par respect pour eux, et aussi parce que je sais qu'ils ont les compétences et qu'ils comprennent pourquoi je valorise leur travail. Alors, il y a des moments, ça va être assez fort, surtout quand on m'entend parler. Mais il y a des moments où, malgré l'équipement et la sono, ça va être plus compliqué. Donc, si on n'entend vraiment pas beaucoup, ou je ferai des petites pauses, ou j'essaierai de vous expliquer ce qui se passe, vous allez voir, c'est des situations de classe, vous devriez comprendre quand même ce qui se passe. Voilà. Donc, je leur laisse la parole. Si ça veut bien marcher.
Bon, désolé, je fais une nouvelle manip. Et voilà. Nous venons de vous diffuser le court-métrage Wolf que nous avons audio-décrit afin que des personnes malvoyantes ou aveugles puissent le comprendre. Pour réaliser ce travail, nous avons regardé des courts-métrages sans les voir. Ensuite, chacun de nous racontait à la maîtresse ce qu'il avait compris de ces histoires. Puis, la maîtresse a rediffusé chaque court-métrage en racontant ce qui se passait sans que nous puissions les voir. Ainsi, nous avons compris l'importance de l'aide apportée par l'audiodescription. Comme le thème du film est le lac des cygnes, avec la maîtresse, nous avons travaillé sur l'histoire du lac des cygnes. Nous avons construit la maquette, nous avons travaillé sur la musique en créant des bandes sonores pour nous entraîner à l'utilisation du logiciel Audacity. Donc là, c'est tout un travail d'ancrage en fait. C'est la phase d'ancrage, c'est le démarrage, c'est engager les enfants dans le travail et qu'ils comprennent bien ce qu'on va faire et pourquoi on va le faire. Enfin, nous avons commencé à travailler sur le court-métrage Wolf. Pour rédiger le texte de l'audio-description, nous avons d'abord travaillé sur l'histoire du film, sur le vocabulaire en le mimant et en utilisant les images, en travaillant sur la bande sonore, en fabriquant une maquette. Fabrication de maquette. Pour fabriquer les personnages, nous avons fait plusieurs essais avec différents matériaux, puis nous avons choisi ensemble les marionnettes que nous voulions garder pour la maquette. Pour réaliser les arbres et les buissons, nous avons utilisé du carton. Nous avons travaillé en collaboration. Certains dessinés, d'autres découpés et d'autres coloriés. Certains ont aussi réalisé des éléments du décor sans partage des tâches. Puis, nous avons utilisé une planche de polystyrène pour constituer la base du décor. Lana et Afiswa ont réalisé le ciel et la lune. Victor a fabriqué le chemin. Une fois que la maquette a été terminée, nous l'avons présentée à Christine, une maîtresse qui travaille avec nous. Voilà. Donc là, on n'entend pas. Donc il est en train d'expliquer un petit peu tous les éléments du décor. Et donc, vous voyez, on a vraiment recréé tout le décor de l'histoire qui avait été travaillée. Et là, je m'assure aussi qu'ils aient bien compris à quoi correspondent tous les éléments, puisqu'ils ont travaillé tous Ensuite, nous avons commencé à écrire le texte, que nous avons plusieurs fois retravaillé, afin d'être plus précis et de respecter la charte de l'audio-description. Une maîtresse spécialisée dans l'accompagnement des élèves déficients visuels est venue écouter le texte que nous avions écrit et nous a indiqué les éléments qui ne convenaient pas. Grâce à ce retour, nous avons retravaillé notre texte. Un élève a été désigné pour enregistrer le texte. Lorsque les enregistrements ont été terminés, nous sommes passés au montage. Voilà. Donc là, il est en train de lire et il faut que tous les autres se taisent, bien sûr, qu'il n'y ait pas de bruit. En classe, nous avons retravaillé le son pour sélectionner les parties à coller sur le film. Puis nous avons placé le son au bon endroit. Nous avons enfin rédigé les remerciements que nous avons recopiés, enregistrés, retravaillés et rajoutés au court-métrage. Copie des textes. Donc là, c'est l'occasion de travailler le graphisme. Je meuble, hein. Travail du son. Donc, quand on travaille le son, un élève manipule l'ordinateur, les autres voient tous, par le biais du vidéoprojecteur, ce qui est en train de se passer, peuvent intervenir. Donc, en fait, ils sont tous en activité.
mais il y en a un qui manipule. Parfois, celui qui manipule doit faire ce que les autres lui disent et n'a pas le droit de faire ce que lui voudrait. Et donc, si les autres se trompent, il va se tromper pour eux. Donc, c'est déjà une façon d'apprendre à expliquer et à mettre des mots sur les actions qui doivent être faites. Avec le test, le description, nous avons fabriqué un livre. Donc là, j'ai pas de qualité. Nous avons aussi fabriqué une bande dessinée pour travailler sur les pensées des personnages. Nous avons choisi ensemble de rajouter aux photos de la maquette des bulles de pensée ou des bulles de parole. Donc là, c'est un exemple d'élèves qui écrivaient eux-mêmes. Pour d'autres, ça a été de la dictée à l'adulte. Pour d'autres, on a utilisé des étiquettes. Certains avaient beaucoup de bulles à remplir, d'autres en avaient beaucoup moins. Nous avons aussi fabriqué des jeux de lecture. Avec la maquette, nous avons raconté l'histoire de WAF parfois tout seul, d'autres fois à plusieurs. Nous avons aussi pu jouer avec la maquette pour faire parler les personnages. Lorenzo raconte l'histoire de Wolf. Alors, là, du coup, on ne va pas l'entendre. Ce jeune homme est autiste, peu verbal. Donc, il utilise la maquette pour raconter l'histoire. Et moi, en fait, sur chaque action qu'il va faire, s'il ne les dit pas, je vais les verbaliser. Et ça va me permettre vraiment de savoir s'il a compris l'histoire ou pas. Sans ce moyen-là, cet élève, si je l'interroge, je suis incapable de dire qu'il a compris ou qu'il n'a pas compris, mais certains seraient tentés de dire qu'il n'a pas compris. Or, ce n'est pas vrai, je ne peux pas le savoir. Si je lui offre un moyen d'expression, là, je peux vérifier s'il a tout compris, s'il manque encore certains éléments ou pas. Donc là, on va le voir avancer. Ce qui est très dommage, c'est qu'il chante la musique du Lac des Cygnes. Et je ne m'y attendais pas en plus. Donc, voilà. Donc là, du coup, je vais avancer un petit peu. Là, ce jeune garçon, lui, arrive à bien raconter. Mais voilà, c'est pareil, ça va mettre vraiment les choses d'une autre façon. Je vais pouvoir voir qu'il y a peut-être des éléments qu'il a oubliés, peut-être tout ce qui est principal est présent. Ça lui offre à lui aussi un moyen d'exprimer vraiment ses connaissances. On manipulait les marionnettes pour illustrer la lecture du livre écrit avec le texte de l'audio-description, mais aussi pour mettre en scène la bande dessinée. Voilà. Donc là, en fait, on a une élève qui est en train de lire et les autres qui doivent manipuler. Et quand ils manipulent, ils doivent attendre qu'on en soit au bon moment. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'ils avancent au rythme auquel ils auraient envie d'avancer. Donc là, ils doivent vraiment tenir compte de ce qui est en train de se passer et écouter les autres. Et puis là, on était sur vraiment plus quelque chose de libre, où là, les trois jeunes qui sont réunis vont faire dire ce qu'ils ont envie aux personnages. Bien sûr, ils font dire des choses qui sont cohérentes avec l'histoire, mais c'est vraiment aussi une autre façon de travailler. Donc là, Maquette, nous avons fabriqué un dessin animé en stop motion. Nous avons pris beaucoup de photos des marionnettes en décomposant les mouvements pour donner l'illusion que les personnages bougent seuls. Donc là, en fait, ils se donnent les indications. C'est eux qui prennent les photos, qui regardent dans l'écran de contrôle. Une fois que les prises de vue ont été faites, nous sommes passés en montage avec le logiciel Movie Maker. Lana a importé les photos dans le logiciel Movie Maker et elle a réduit le temps de durée des photos. Voilà. Donc là, c'est elle qui manipule, toute seule. Après avoir travaillé sur les photos, nous sommes passés à l'enregistrement des bruitages. Donc là, c'est bien que vous n'entendiez pas parce qu'il crie très fort en fait.
Donc là, en fait, on enregistre les bruitages. Ça nous permet de retravailler aussi sur l'histoire. On redit bien tout ce qu'on doit enregistrer, à quel moment ça correspond. Et puis après, il faut retravailler le son en classe. Et là, bon, vous n'allez pas entendre, mais vous allez voir que ce jeune homme là qui travaille seul, il va se faire. Alors d'abord, on va aller montrer. Donc là, ça nous montre qu'on peut tous travailler, que c'est pas parce qu'on n'a pas l'ordinateur dans les mains qu'on n'est pas motivé et attentif. Donc c'est pas juste le côté ludique d'utiliser l'ordinateur qui les intéresse. Et puis là, ils vont s'entraider. Donc là, il y a lui qui va l'aider, puis il y en a un autre qui va venir l'aider. Alors, je ne fais pas rien pendant ce temps-là, mais... Diane retravaille le son du cygne qui se moque. Donc là, de la même façon, l'élève est là. Alors lui, c'était nouveau pour lui. C'était dans les premières fois où il manipulait. Donc le copain, de lui-même, lui explique. Et alors à un moment, on l'entend qui dit « Ah, ça y est, j'ai compris ». Et donc il réussit à faire sa petite manipulation. Voilà, et puis vous pouvez remarquer que les autres, en fait, gardent les yeux rivés sur ce qui est en train de se passer. Donc, ils restent très attentifs. Alors là, c'est Lorenzo. Et donc, là, il fait toutes les manipulations tout seul. C'est-à-dire qu'il va chercher, il ouvre le bon logiciel, il sait aller chercher le dossier, il va l'ouvrir, il va faire ce qu'il a à faire, il va aller l'enregistrer sans qu'on ait besoin de l'aider. Donc j'accélère, vous me croyez sur parole maintenant. Voilà. En plaçant les bruitages sur la vidéo. Donc là maintenant, tout ce qu'on a enregistré et retravaillé, il faut venir l'installer sur le dessin animé. Donc on ne peut pas l'installer n'importe où. Donc il va falloir aller chercher le bon dossier et puis il va falloir aller le mettre au bon endroit. Donc il y a tout un travail de lecture, de relecture, puisque au départ on se trompe, après il faut aller réécouter, il faut changer, il faut réécouter à nouveau. Donc ça leur apprend aussi que quand on fait un travail, il faut se relire, il faut revérifier. Voilà. Donc je vais laisser Alexandre courir, montrer. Puis, nous avons rédigé des textes pour vous expliquer notre travail. Nous avons enregistré ces textes, nous avons retravaillé le son, puis nous avons procédé au montage de la vidéo que vous venez de regarder. En choisissant des extraits de vidéos avec la maîtresse. Voilà. Oui. Il s'était trompé au début, il avait dit avec la maquette. Voilà. Donc, je vais revenir ici. Donc, vous avez vu que cette situation pédagogique, elle permet vraiment de travailler sur différents domaines, elle permet de mettre en jeu beaucoup de compétences et elle permet d'engager aussi dans le travail. Alors, j'ai des données pour être sûr de pouvoir le dire, et puis ça se voit aussi quand même sur la vidéo. Et parmi toutes les compétences qui sont travaillées, on voit quand même qu'ils sont très compétents avec l'ordinateur qui est ici. Donc, pour rendre visibles ces compétences, d'abord, on peut valoriser déjà le travail qui a été réalisé à travers tout ce projet. Donc, ça se fait au cours de différentes présentations. Donc, je vous l'ai déjà dit, la présentation du film aux enfants malvoyants et aveugles. C'est aussi l'occasion pour les élèves de créer un petit questionnaire qu'ils posent ensuite à leurs camarades aveugles. Si les enfants peuvent répondre aux questions, c'est que l'audiodescription, elle est réussie, ils ont réussi à comprendre. En revanche, s'il y a des choses qui ne vont pas, on peut voir aussi avec eux. C'est le moment aussi où ils peuvent dire que ça, c'était peut-être pas nécessaire de le dire, peut-être juste le bruitage aurait pu suffire. Il y a la présentation du film et de l'explication du travail réalisé aux familles et aux différents acteurs du PPS. Donc ça, c'est notre soirée de présentation à la jetée, où tous les acteurs du PPS sont invités. Donc là, on fait parvenir des invitations à tous les orthophonistes, les éducateurs, les centres, et viennent qui veulent. Et il y a pas mal de personnes qui viennent, et donc c'est plutôt chouette. Et puis, on présente bien sûr ce travail, alors en priorité aux classes de référence des jeunes de l'ULIS, parce que ça permet aussi aux élèves des classes de référence de savoir un petit peu qu'est-ce qu'ils viennent faire dans cette salle, et puis que ce n'est pas juste du pliage, du découpage ou
Voilà, des choses un petit peu sur le jeu, parce qu'il y a beaucoup cette idée qu'il y a plein de jeux dans l'Ulysse. Donc on ne fait pas que ça. Et puis on le fait aussi pour les autres écoles. Alors moi, l'école dans laquelle je suis, c'est une grosse école. Il y a 11 classes, donc on termine le projet sur la fin de l'année. Donc toutes les classes de référence voient le projet et après on essaye de le montrer au mieux sur les autres classes aussi. Et puis, il fallait valoriser les compétences acquises à travers la situation. Et là, pour ça, j'ai mis en place des ateliers vidéo. Et dans ces ateliers vidéo, eh bien, c'était les élèves de l'Ulysse qui étaient mis en position de tuteurs. Alors, pourquoi des ateliers vidéo ? Parce que quand on veut valoriser des compétences, il faut que ce soit des compétences qui soient valorisées socialement. Donc les compétences numériques, eh bien, c'est des compétences dans notre société qui sont actuellement très valorisées. Ça permet déjà aux jeunes à besoins particuliers d'acquérir ces compétences, de les avoir pour pouvoir aussi se servir de ces outils. Et puis, c'est des compétences qui sont valorisées chez tout un chacun. Tous les enfants ont des tablettes, ont des ordinateurs, mais ils ne savent pas pour autant utiliser de vrais logiciels. Donc ça permet vraiment de travailler sur quelque chose qui va intéresser les autres jeunes. Et puis, ces ateliers, ils permettent aux élèves d'avoir un but commun, parce qu'à travers ces ateliers-là, dans mon école, on fait des journées portes ouvertes. Donc on présente le travail qui a pu être fait, il y a beaucoup de photos qui peuvent être prises, et donc on présente des montages vidéo pour expliquer ce qui a été fait. Et du coup, là, on avait pris les photos qui avaient été faites de travail en commun lors de séances d'EPS. Donc, les élèves d'Ulysse étaient sur les photos et les élèves de CM étaient sur ces photos aussi. C'était du temps partagé. C'était pour faire le montage à présenter aux familles des élèves de l'Ulysse et de CM. Donc, ils avaient vraiment un but, un intérêt commun à créer ces montages. Ça s'est fait dans la salle de l'Ulysse. J'étais présente. L'enseignante de la classe était présente ou pas, puisque c'était par groupe d'enfants pour qu'ils ne soient pas trop nombreux. Et donc, on avait essayé de réunir à peu près les conditions pour que le contact intergroupe marche. Donc, pour placer les élèves dans ce rôle d'expert, il faut quand même d'abord leur apprendre à transmettre. Donc, il y a plusieurs choses dont il faut s'assurer. Il faut s'assurer déjà que les élèves aient les compétences, qu'ils sachent faire. Ensuite, il faut leur expliquer leur rôle. Il faut leur expliquer qu'il y a des camarades qui vont venir, qu'on va faire les montages vidéo et que c'est eux qui vont leur apprendre à le faire. Donc, ils ne vont pas pouvoir toucher l'ordinateur, mais ils vont devoir expliquer. En revanche, ils vont pouvoir utiliser l'ordinateur pour expliquer et montrer s'ils ont besoin d'un soutien, notamment au niveau de la parole. Donc, il faut les amener, j'ai emprunté l'expression à Sylvie Sèvres, à se décoller du fer pour transmettre un savoir, donc leur apprendre à apprendre aux autres, à communiquer. Il faut savoir écouter la question du camarade, parce qu'il ne va peut-être pas comprendre du premier coup, il va peut-être poser une question. Il ne faut pas ne pas avoir écouté sa question, il ne faut pas répondre oui ou non comme ça. Il faut vraiment être attentif. Il faut s'assurer, bien sûr, que tous les élèves sachent apprendre à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas juste ceux qui parlent bien, qui sont super à l'aise, qui vont le faire. Donc, on s'est tous auto-formés. C'est-à-dire que, comme vous l'avez vu sur la vidéo, on vient aider un camarade. Ceux qui sont nouveaux dans la classe et donc qui ne savaient pas faire, c'est les autres qui vont leur apprendre. Alors moi, je joue le jeu aussi. Je me mets à l'ordinateur et je dis, tu me dis, et puis je fais exactement ce qu'ils me disent. Donc quand je me trompe, voilà, s'ils ne m'ont pas donné les bonnes explications. Et puis on l'a fait aussi avec les éducateurs. Donc voilà, ça permettait vraiment d'expliquer aux éducateurs de certains jeunes. Et donc Lorenzo, que vous avez vu tout à l'heure, avait formé son éducatrice à l'utilisation des logiciels pour que moi je sois assurée qu'ensuite ils puissent le faire. Après, si on voit que ça ne fonctionne pas, il faut tout de suite intervenir. Aussi, il ne faut pas laisser l'élève s'empêtrer dans la situation. Et donc, il faut bien s'assurer de fournir les outils qui leur permettent que, quelle que soit leur difficulté, ils puissent jouer pleinement ce rôle. C'est-à-dire que là, on a la médiation de l'ordinateur. Je le montre, mais parce que c'est vraiment ça. Il y a le bureau, on monte les icônes. Donc, si on ne sait pas exactement dire, en montrant, on peut vraiment expliquer. Et donc là, vous allez voir alors un premier extrait de quelques secondes où on a
Lorenzo qui explique aux élèves de CM. Donc, il n'est pas verbal, donc il va se servir de l'ordinateur. Alors après, j'ai une deuxième petite vidéo. Alors, j'espère que ça va marcher le son, parce que c'est vraiment 30 secondes, mais là, on entend réellement les explications. Donc voilà. Alors là, on le voit qui utilise le bureau de l'ordinateur pour montrer. Puis ensuite, avec son doigt, il trace le trait, et puis l'autre fait ce qu'il a à faire. Voilà. Et alors ensuite, ici, donc je ne sais pas si ça va fonctionner. C'est bon. Prends la souris, après avec la souris tu viens te mettre là et après faut pas que tu lâches la souris. Tu vas les exporter. Alors tu vas sur ici, tu vas les effacer ici. Voilà. Oui. Là tu fais 2 fois un clic sur le bleu. 1, 2. Voilà. 2. Les clics bleus. Voilà. Maintenant, ici. Voilà, donc c'est des extraits de petits moments où ils peuvent expliquer. Alors, maintenant que vous avez vu un petit peu comment on peut les placer en expert, parce qu'on peut le faire, eh bien, quels effets on peut retirer de ce type d'action? Alors, j'avais des effets attendus. Pour moi, il devait y avoir un changement de regard sur les compétences des élèves qui bénéficient de l'ULIS, puisque c'est bien à leurs compétences que je me suis intéressée. Et puis, du coup, je devais trouver dans mon questionnaire une différence entre les scores attribués avant l'intervention et ceux attribués après l'intervention. Alors, mystère. Donc, à la question 4, donc, qui permettait juste de savoir déjà si on avait envie de travailler avec les élèves, on a quand même réussi à augmenter, mais c'est vrai que c'était tellement sympa ce qu'on avait fait aussi. Donc, on est passé d'une moyenne à 8,2. Alors ici, vous voyez les notes qu'il y avait, c'était de 0 jusqu'à 10. Donc, au premier questionnaire, on avait 15 élèves qui disaient oui à 10, sûr, j'ai envie de travailler avec des élèves d'ULIS. Là, on est passé à 32. Voilà, on en avait quand même 11 qui disaient non, je n'ai pas du tout envie. Bon, on n'en a plus qui disent j'ai pas du tout envie. Là, on a eu aussi des petites modifications dans ce qui était les données qualitatives. Ben oui, j'aimerais bien travailler avec eux parce qu'ils savent faire d'autres choses. Voilà. On a eu toujours quand même des choses négatives. Alors, il y en avait beaucoup moins, c'était moins virulent, mais il y en a qui n'avaient pas envie quand même. Ou alors, il y en a, on sentait un petit peu oui, qu'ils étaient vexés un peu peut-être, vraiment, parce que j'ai pas besoin d'eux, moi je sais assez de choses. Voilà. Alors, ce qui m'intéressait vraiment, c'était sur la question 5, où on pensait qu'un élève d'ULIS pourrait ou non nous aider. On est passé de 4,37 de moyenne à 9,2. Et là, du coup, vous voyez qu'il y avait 10 élèves qui étaient sûrs que oui, un élève allait pouvoir les aider, et on est passé à 49. Et là, on a vraiment des changements dans ce qui a pu être dit, ce qui a pu être écrit. Oui, ils l'ont déjà fait. Oui, car ils nous ont appris à faire quelque chose avec eux. Et ce qu'ils nous ont appris, ils ont dû l'apprendre. Donc ça, j'avais trouvé que c'était intéressant parce qu'il y en a qui s'étaient rendu compte que quand même, avant, il y avait eu du travail. Ce n'était pas quelque chose d'inné. Ils sont intelligents. Ça, c'est venu aussi plus. Et je n'ai eu que 4 remarques négatives. Alors attention, tout le monde n'a pas écrit quelque chose. Les 70 élèves enquêtés ont tous donné un score, une note, mais ils n'ont pas tous écrit. En revanche, après l'intervention, il y en a plus qui ont écrit quelque chose qu'avant. Et il y a aussi des élèves qui ont mis leur prénom. Beaucoup plus après qu'avant. Et sur la question 6, qui était de savoir s'ils pouvaient apprendre quelque chose, alors là, on est passé de 3,7 à 9,3 de moyenne. Pareil, on a bien augmenté au niveau du 10. C'est sûr qu'ils vont nous apprendre quelque chose. On est passé à 52 élèves. Et il y en avait quand même 30 qui avaient répondu non, c'est sûr, ils ne nous apprendront rien. Et là, vous voyez que la plus basse note, elle est à 4, après l'intervention.
Et là encore, on a pu voir une évolution. D'abord, dans ce qui pouvait être positif avant, qui était plutôt de l'ordre du conditionnel ou du oui peut-être, je ne suis pas très sûre, pourquoi pas. Après, j'ai eu des oui, ils nous ont appris des choses en informatique, oui, ils connaissent des choses qu'on ne connaît pas, oui, ils savent beaucoup de choses, oui, ils peuvent nous apprendre ce qu'ils savent, oui, 100%, car ils sont intelligents. Oui, oh oui, beaucoup de choses. Alors là, oui, c'est bien, c'est l'effet, hein, parce qu'on a montré qu'on savait faire des choses, donc on pourrait nous en apprendre plus. Bon, en revanche, il y a encore des choses qu'on a à apprendre, hein, de nouvelles, avant de pouvoir l'apprendre à d'autres. Donc il y a vraiment eu beaucoup de remarques positives. Le deuxième questionnaire, il comportait 3 questions de plus, à savoir si les élèves voulaient bien m'expliquer un petit peu ce qui s'était passé dans ces ateliers, et aussi s'ils avaient envie de refaire ça. Là, ça a été aussi très positif, et il y a beaucoup d'enfants qui ont remercié par écrit. Je les remercie, c'était très sympa, merci d'avoir fait ça avec nous. Donc voilà, des commentaires vraiment très très positifs. Et puis il y a eu des effets inattendus. Alors pour les effets inattendus, d'abord il y a toute une classe de CM2 qui, à l'occasion de leur départ de l'école élémentaire, hein, qui est un grand départ, avaient envie de réaliser un montage photo qu'ils voulaient offrir à leur maîtresse. Et ils sont venus me demander si, avec l'Ulysse, on voulait bien leur donner un coup de main pour qu'ils puissent faire ce montage et le finaliser. Et donc, c'est les élèves de l'Ulysse qui les ont enregistrés, qui leur ont retravaillé le son et qui leur ont fait le montage vidéo. Et donc ça, c'était pas quelque chose que j'attendais, mais c'était quelque chose de super, qui a bien marqué les esprits de mes élèves. Et puis, il y a eu la mise en place de tutorats pour réaliser les présentations photos et les présentations de films pour les journées portes ouvertes de l'école, à la demande des enseignants de l'école qui n'avaient pas été concernés par l'expérimentation. Et notamment, pour l'anecdote, du directeur de l'école qui n'arrivait pas à finaliser son petit montage pour son film de la classe de neige, et qui donc a demandé à 3 élèves qui sont venus avec lui dans son bureau, lui montrer et l'aider. Donc ça a été un grand moment. Parmi les effets inattendus, il y a aussi eu beaucoup de choses qui ont été dites par les collègues quand ils peuvent venir voir les jeunes. Et ils me disent que quand ils sont dans la cour de récré, au mieux on ne les voit pas. Et quand on les voit, en principe, ce n'est pas forcément pour des raisons super positives, en fait, hein, parce qu'il peut y avoir des conflits dans les jeux, des mauvaises interprétations des situations. Et là, en fait, ils les ont vus comme des élèves, vraiment avec une compétence, une envie de montrer ce qu'ils pouvaient faire. Et c'est très intéressant qu'on ait ça, parce qu'il y a quand même des études sur la représentation de l'élève en situation de handicap chez les enseignants ordinaires. Et dans ces études, on voit que souvent, ce qui est mis en avant, c'est quand même les difficultés. Ça demande un travail pour faire des adaptations. Ils mettent souvent ça sur le versant de la socialisation. C'est bien, parce que du coup, il vient à l'école, il est avec les autres. Bon, c'est déjà ça, quoi. Donc, c'est aussi important d'arriver à montrer que si on donne certains outils et si on essaye de faire confiance, et si on met en place certaines actions, on peut aussi quand même modifier et voir ce jeune-là du côté de ses compétences et pas que de ses difficultés. Et puis, il y a des effets durables. Alors, j'ai rien remesuré par un questionnaire. Les effets durables dont je parle, c'est surtout ceux par rapport justement à la demande de mes collègues. Donc, cette année, en fait, les élèves de l'Ulysse, ils sont les tuteurs des élèves de CE1, à qui ils ont appris à utiliser les logiciels informatiques pour créer la bande-annonce du festival Plein la Bobine. Donc les élèves d'Ulysse et les élèves de CE1 sont engagés dans le festival Plein la Bobine. Et nous, avec l'Ulysse, on a fait un autre travail pour le festival, mais les élèves de CE1 devaient faire la bande-annonce. Et pour ce faire, il fallait savoir utiliser des logiciels. Et donc, ils ont été formés par les élèves de l'Ulysse. C'est ce que vous avez vu sur le deuxième petit extrait. De la même manière, ils seront les tuteurs des CM1 lors de réalisation de montages vidéo qui seront diffusés pour les portes ouvertes de l'école par rapport au projet qu'on a en commun qui s'appelle Du blé au pain. Et ce projet, il est commun avec une classe de CM1, avec 2 classes de l'IME de la Farandole et avec l'Ulysse. Et puis, il y a déjà des collègues qui ont demandé à ce que les élèves qui sont dans leur classe, en classe de référence,
puissent les aider, puissent être tuteurs pour, là encore, faire les présentations pour les portes ouvertes. Et ce qu'on fait, c'est qu'il y a pas mal de ces montages vidéo et photos qui sont diffusés dans la salle de l'Ulysse. Alors, on a le matériel qu'il faut pour pouvoir projeter d'une façon agréable, mais il y a aussi d'autres classes qui sont équipées de vidéoprojecteurs, et on le fait dans la salle de l'Ulysse pour que les parents des enfants des classes ordinaires viennent aussi dans cette salle du dispositif, voient comment elle est conçue, que je puisse discuter avec eux, et qu'ils voient aussi tout ce qui peut se faire, et qu'eux aussi puissent changer de regard sur cette unité locale d'inclusion scolaire, parce qu'elle est quand même marquée et qu'on sait que pour les représentations, eh ben, ça compte. Donc en conclusion, j'espère que vous aurez vu ou que je vous aurai convaincu qu'il est possible de construire et de mettre en œuvre des situations pédagogiques suffisamment signifiantes et valorisantes pour permettre à l'enseignant d'enseigner et permettre aux élèves de développer des compétences et aussi d'agir positivement sur l'image sociale de ces élèves en valorisant les compétences à travers un projet concret et utile et en conduisant les élèves... Bon, il a vraiment envie que je me taise. En conduisant les élèves à expérimenter et tenir le rôle d'expert à travers des situations réfléchies par l'enseignant afin de combiner les éléments essentiels pour que les situations de contact soient positives et que les élèves de l'Ulysse puissent démontrer leur expertise. C'est vraiment essentiel d'avoir réfléchi avant ces situations-là, de savoir quelles compétences on valorise, de donner tous les outils aux jeunes pour qu'ils puissent le faire. On le voit parce que sinon, on veut construire une société inclusive, mais si en grandissant, on ne leur reconnaît pas des compétences, on ne leur confiera pas de rôle et donc ils ne pourront pas vraiment être acteurs de cette société inclusive. Donc pour moi, c'est vraiment essentiel qu'on les voit aussi sous le coup de leurs compétences. Et je terminerai juste par cette citation de Charles Gardou qui dit « Des miettes de pitié ne font pas une relation, la compassion ne dispense pas de la reconnaissance, tout être déchu de sa valeur sociale est menacé de tomber hors du monde. » Voilà, merci de votre attention.